à l'initiative de la revue Études et puis en partenariat avec toute la famille ignatienne et le centre donc, Beaulieu qui nous accueille pour la 3e fois. Donc pour cette 3e soirée, nous avons choisi pour thème la question de la fin de vie. Cette question de la fin de vie, vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé une demande, en tout cas de consultation citoyenne sur cette question-là. C'est ce qui nous a donné l'envie de choisir ce thème de réflexion et de débat ce soir. Et ce qui a orienté un petit peu, parce qu'il y a plein de manières d'aborder cette question de la fin de vie, qui bien sûr nous intéresse tous, nous concerne tous, à tous les âges. Et la preuve, puisque ce soir il y a des jeunes lycéens de Tivoli qui sont avec nous et qui ont préparé aussi cette question, enfin qui ont préparé un petit peu ce débat avec leur professeur de philosophie. Alors c'est une première aussi de les avoir associés pour ces jeudis d'éthique publique. Je pense que voilà, effectivement ces débats nous concernent tous et eux aussi. Il y avait donc plusieurs manières d'aborder cette question-là de la fin de vie. Et nous avons décidé de partir d'un avis du CCNE. Un avis du CCNE, c'est quoi le CCNE? Le CCNE, c'est un centre de conseil, de réflexion éthique, dont fait partie Dominique Hignot, qui est avec nous ce soir. Et cet avis du CCNE, il s'est montré ouvert à l'évolution de la législation sur la fin de vie. Ce qui relance d'une certaine manière, ce qui réouvre le débat sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais je vais vous lire cet avis, si vous voulez, en tout cas un des propos du CCNE, parce que ça nous a servi de fil conducteur pour l'organisation, si vous voulez, de la réflexion ce soir. Voici ce que dit le CCNE. Il ne serait pas éthique d'envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte. C'est pour cette raison que nous avons axé ce débat de ce soir sur les soins palliatifs et sur la révolution des soins palliatifs, ce qu'ils ont pu apporter dans la manière d'envisager cette question de la fin de vie. Alors, pour ce débat, seront avec nous ce soir Claire Fourcade, qui est justement présidente de l'association de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs. Elle est présidente de cette association depuis septembre 2020. Elle est également médecin à Narbonne. Donc on la remercie très chaleureusement d'être venue avec nous depuis Narbonne. Voilà. Et puis Emmanuel Delarivière, qui est médecin, qui est chef de service dans une unité de soins palliatifs de Bordeaux, la maison Marie-Galène, que certains d'entre vous doivent connaître. Également Jacques Ricot, qui est philosophe, qui a écrit de nombreux ouvrages, Jacques Ricot, sur la fin de vie. Il était prof de philo en classe prépa, il est maintenant à la retraite, mais il continue à être très actif et très précieux pour son apport philosophique, son regard philosophique sur cette question de la fin de vie. Et puis donc Dominique Hignot, membre du CCNE, elle me disait aussi tout à l'heure qu'elle était ex de beaucoup de choses, Dominique Hignot. Pour ceux qui sont abonnés à La Croix, lecteurs de La Croix, Dominique Hignot était donc l'ancienne directrice de ce quotidien, et puis également ancienne présidente des Semaines sociales. Voilà. Mais elle est toujours membre du CCNE. Et Dominique, j'ai envie de commencer par vous pour nous éclairer sur cet avis du CCNE et sur est-ce qu'il y avait urgence, en quoi il y a urgence, si vous voulez, à faire évoluer cette législation aujourd'hui, et pour nous expliquer un petit peu cet avis rendu par le CCNE. Je ne sais pas si ça marche. Toujours.
mais elle est jaune. Non, c'est en dessous, oui. Dessous, il y a une petite logo. Ah, d'accord. Et là, est-ce que là, on tente de pas... Et là, non plus. Voilà. Ça marchait. Bon, je peux essayer de parler comme ça. C'est comme ça. Donc, le comité consultatif national d'éthique, c'est donc un comité consultatif, son nom l'indique, qui a été créé, le premier finalement comité national à l'initiative du président Mitterrand. Voilà. Et il comprend, je dis 2-3 petits trucs pour comprendre ce que c'est et qui est le CCNE. Il y a maintenant 44-45 membres, puisque la dernière loi a fait entrer des représentants d'associations d'usagers. Le président en est le professeur Delfrécy. Et au sein de ces 40-45 personnes qui sont nommées par différentes instances qui sont des facultés, des centres de recherche, il y a des économistes, il y a des philosophes, voilà. Et il y a aussi 5 personnalités, alors qui elles sont nommées par le président de la République, et qui sont des personnes issues des familles dites spirituelles et philosophiques. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a la famille catholique que je suis censée représenter à moi toute seule. Il est bien clair qu'à l'intérieur de cette instance, les gens ne représentent qu'eux-mêmes. C'est un peu, en tout cas, la consigne qui nous est donnée, ce qui est un petit peu ambigu, vous conviendrez. Donc il y a un représentant du protestantisme, du judaïsme, de l'islam et de la libre pensée. Voilà. Donc 5 personnes, voilà. Et les autres sont plutôt des gens qui sont choisis pour leur intérêt pour les questions éthiques. Donc le CCNE réagit soit s'auto-saisit sur certains sujets, soit est saisi par le gouvernement, par un ministère, voilà, sur des sujets particuliers. Sur la fin de vie, quand on commençait à sortir des propositions de loi, dont celle de M. Olivier Falorni au début de 2021, le CCNE s'est dit que ce serait bien que l'on s'auto-saisisse pour commencer à travailler sur le sujet avant que l'actualité nous y contraigne. Et puis il avait le sentiment à l'époque que peut-être avant la fin du premier mandat du président, peut-être que des choses seraient allées dans ce sens-là. Finalement, le calendrier a été bousculé parce qu'effectivement, le premier mandat s'est terminé sans qu'on en parle. Donc le temps de travail s'est allongé. En plus, il y a eu un gros renouvellement des membres du CCNE parce qu'il y a des mandats qui se renouvellent régulièrement. Voilà, donc ça fait voilà, c'est un temps de travail avec beaucoup d'auditions. Pour penser quelque chose, une quarantaine ou 45 auditions de personnalités de tous bords, 3 rapporteurs, Régis Aubry, spécialiste de ces questions, Alain Claes, le monsieur de la loi Léonie Claes, un homme politique, et puis une femme, Florence Grua, qui a vu son mandat s'arrêter, mais tout à fait normalement en cours de réflexion, et donc il n'a pas été remplacé. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est un débat qui a été très... Alors, vous comprendrez que moi, quand je vous parle là, je suis signataire d'une position qui a été dite réserve,
une position divergente. Donc si quelqu'un de la majorité racontait l'histoire, il ne la raconterait peut-être pas tout à fait de la même façon. Il y a 8 personnes. Il y a 8 personnes, et des gens très, très différents. Des gens très différents, et c'est ça qui est intéressant, parce que quand cet avis divergent a été présenté en conférence de presse, le professeur Delfrécy souhaitait que je le présente. Et je n'ai pas souhaité le faire parce que je ne voulais pas que ça paraisse comme la seule position catholique. Alors qu'il y avait des gens extrêmement différents dans les signataires, il y avait des gens différents dans les signataires, ils n'avaient pas tous les mêmes motivations pour s'opposer au texte. Voilà. Et donc, le défaut de ce texte, si je puis parler ainsi, il y a une grande partie avec laquelle on est fondamentalement d'accord. La description de la situation, le rappel des lois précédentes, l'importance des soins palliatifs, le fait qu'il faille assurer ces soins palliatifs de manière présente sur tout le territoire, etc. Mais il y avait un peu un vice de conception, à notre avis, c'est qu'on partait de l'idée qu'il fallait faire évoluer la loi. Et que s'il n'y avait pas une petite évolution par rapport à tous les textes produits par le CCNE sur ce sujet, ça ne servait à rien de s'exprimer d'une certaine façon. C'était un peu présenté comme ça par les rapporteurs. Donc, voilà. Donc, ça a été très très difficile d'arriver. Le groupe de travail a beaucoup œuvré. Ça a été un peu difficile. Un temps, on a espéré pouvoir faire un texte commun en mettant les divergences à la fin d'une manière, les uns pensent ceci, les autres pensent cela, etc. Mais bon, ça n'a pas été possible. Voilà, et donc cet avis a présenté une évolution possible de la loi en estimant qu'il pouvait être éthique, c'est ça qui est la question posée, de permettre une aide active à mourir. Alors dans des conditions extrêmement, serrées, à savoir avec côté délibératif, collégialité, sur des personnes qui puissent avoir donné un consentement éclairé, etc. Pour des cas très particuliers. Le nœud, un peu, étant que la loi actuelle autorise, avec la sédation, quand le pronostic vital est engagé à court terme. Et là, la question posée, c'est est-ce qu'on peut aider activement à mourir avec quelqu'un dont le pronostic vital est plus engagé à plus long terme. Et au législateur est-il dit de fixer le terme. Donc si c'est 6 mois, c'est ça. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il n'est pas toujours facile de déterminer le moment où une fin de vie va se produira. Et en plus, dans ce texte, il y a une ambiguïté qui est soulignée par le texte lui-même, pour dire que, y compris dans la vie majoritaire, dans ceux qui ont signé, il y avait des gens qui, si j'ose dire, se contenteraient d'une assistance au suicide, qui ne voudraient pas aller au-delà d'une assistance au suicide, où c'est la personne elle-même qui se donne la mort grâce à un produit fourni par un médecin, et puis après une consultation, etc. Mais la question est posée par certains, c'est dans ce cas-là, pour des gens qui ne seraient plus en capacité de faire ce geste-là, il faudrait une aide médicale. Et là, la différence avec l'euthanasie ne vient pas d'une clarté absolue. Je peux peut-être en discuter après. Voilà. Donc on voit bien, voilà, c'est toute la difficulté. Je ne veux pas accaparer la parole. Je veux dire, je pense que je me suis dit que pour certains, mais c'était presque comme un, comment on appelle ça dans l'incendie, quand pas un pare-feu, je sais que vous savez ça, ou ici, dans les lampes,
comment on fait. L'extincteur. Pardon? L'extincteur. Non, pas l'extincteur, vous savez, on crée un contre-feu. Voilà, pardon. Et je me demande si dans les signataires de ce majoritaire, il n'y a pas cette idée de s'orienter vers le suicide assisté à la manière du système américain dit de l'Oregon, pour ne pas aller jusqu'à l'euthanasie. Justement, est-ce que vous avez pris en compte, est-ce que cette pression à faire évoluer la législation... Le micro est à l'agonie. Est-ce que la pression pour faire évoluer la législation française sur la fin de vie, est-ce que rentre en ligne de compte finalement les législations dans les autres pays, notamment à proximité de la France, ce qui se passe en Belgique, en Suisse, hein, est-ce que ça a joué un petit peu aussi dans votre avis? Dans tous les débats, ça entre en ligne de compte. Parce que d'abord, on vous explique qu'il y a des gens qui sont obligés d'aller ailleurs pour pouvoir avoir droit à une euthanasie, et qu'ils doivent payer, et que c'est parfaitement injuste. Ça a été vrai pour la PMA, ça a été vrai pour tous les sujets, ça vient comme un argument un peu. Hein, voilà. Et là, on me faisait bien passer le fait que l'Espagne, l'Italie, le Portugal, bien catholiques, voilà, commençaient à réfléchir à la question. Oui, je pense que le fait que des pays soient comme la Belgique, comme les Pays-Bas, comme le Canada aient franchi ce pas, voilà. Sauf que il n'y a pas toujours beaucoup d'éléments. On ne connaît pas. Parmi les signataires de la vie divergents, il y a notamment une sociologue, et elle, sa réflexion, c'était on n'a pas d'études sur ces pays pour savoir ce que ça a changé dans la perception des familles, dans la perception des personnes malades, dans la perception, voilà, et que ça manque finalement tout ce travail un peu de relecture de changement de loi, etc. Donc, et puis ce qu'on voit aussi et qui peut inquiéter, même si là aussi on dit que c'est toujours les cathos qui s'inquiètent toujours de la pente glissante, mais quand on voit comment ont évolué les législations en Belgique, après pour autoriser pour les mineurs et pour les malades mentaux, au Canada, avant, il y avait dans la formulation une formulation qui disait si il y a un pronostic vital engagé à long terme ou moyen terme. Mais maintenant, on n'a plus besoin même de dire ça. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaite, alors après, il faut qu'il y ait une collégialité qui autorise. Hein, mais voilà, donc je pense que ça pèse. Ça, pour dire, ce sont des démocraties, c'est des parlements qui ont, voilà, c'est des gens comme nous, des Européens, etc., pour ce qui concerne effectivement l'Europe. Pourquoi nous n'irions pas? D'autant plus que le sous-titre de cet avis du CCNE sur la fin de vie, c'était autonomie et solidarité. On reviendra sur cette tension-là, parce qu'il me semble qu'on est passé d'un débat où ce qui était au cœur des enjeux, c'était la question de la dignité, de la personne, la dignité absolue de la personne humaine, à cette tension entre autonomie et solidarité, entre choix du patient, hein, finalement, qui est devenu au centre finalement du soin aussi, et puis la solidarité, la fraternité. Mais on reviendra sur cette tension un peu plus tard, peut-être dans le débat ou avec même avec vos questions. Je me tourne vers vous, Claire Fourcade, parce que quand même, une des conditions sur cette évolution législative, c'est l'évaluation, aujourd'hui, en France, des soins palliatifs. Ces soins palliatifs, est-ce que vous pourrez nous en rappeler brièvement l'histoire, et puis l'histoire de ces apports, comment ils ont révolutionné vraiment cette question de la fin de vie, et puis est-ce que finalement, est-ce que cette culture palliative est suffisamment développée? Est-ce que l'accès aux soins palliatifs est suffisant en France?
Voilà. Les soins palliatifs, ils sont nés dans les années 80 en France d'un triple refus. Pas d'acharnement, pas d'abandon, pas d'euthanasie. C'est-à-dire avec une médecine qui était de plus en plus technique, c'est la remise en question de cet abord très technique des patients, d'une médecine d'organes où on soigne le foie, le cœur, comme si ça n'avait rien à voir. Pas d'abandon, c'est-à-dire qu'il y avait aussi à cette période-là, je pense que moi je l'ai connu, Emmanuel est beaucoup plus jeune que moi, donc il n'a pas dû le connaître, mais en tout cas des chambres de patients dans lesquelles les médecins n'entraient pas parce que ces patients étaient comme un échec pour le corps médical. Si cette médecine technique et toute puissante qui n'arrivait pas à guérir ces malades perdait du coup tout intérêt pour eux. Et du coup, on utilisait, moi j'ai vu utiliser étudiants ce qu'on appelait des cocktails lithiques, qui étaient des mélanges de médicaments qui étaient destinés à faire mourir les patients, qui étaient des euthanasies, qui n'étaient pas faites à la demande des patients, mais qui étaient des pratiques relativement courantes. Et donc, tout un groupe de médecins, de soignants, d'accompagnants bénévoles qui se sont opposés à ces pratiques et qui se sont dit qu'on avait besoin de construire une médecine différente qui soit centrée à nouveau sur la relation de soins, sur ce qu'on peut proposer aux patients et comment on peut aider à vivre à l'ombre de la mort, comment on peut aider à rester vivant et à déployer son humanité jusqu'au bout malgré la maladie, et dans quelles conditions aussi pour les soignants on peut être présent, qu'est-ce que nous soignants on dit de la société, qu'est-ce que collectivement on vient dire à ces patients qui sont gravement malades et à leurs proches. Et donc cette médecine s'est construite progressivement avec cette ambition-là de remettre le patient au centre, de l'écouter à plusieurs, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul, et puis parce que la maladie grave, elle touche pas que, c'est pas que de la médecine, c'est même peut-être pas d'abord de la médecine, mais c'est d'abord tout un questionnement pour les patients, qui est un questionnement à la fois existentiel, c'est l'occasion de se reposer des questions que peut-être dans la vie quotidienne on ne prend pas le temps de se poser, d'où je viens, où je vais, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui se passe, et puis comment notre société, qu'est-ce qu'elle veut dire à ces personnes et comment elle veut les accompagner. Donc cette culture s'est développée progressivement avec des lois qui se sont mises en place et qui sont des lois qui sont toutes centrées sur cette question de la solidarité et qui viennent collectivement, actuellement, dire aux personnes que nous accompagnons tous les jours, vous comptez pour nous, vous avez du prix. Et c'est parce qu'on tient à vous tous, c'est parce que vous nous manquerez si vous n'êtes plus là, qu'on se donne les moyens de vous soulager. Et donc la consigne qui nous est donnée à nous soignants par la loi, c'est vous devez soulager quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, vous devez tout mettre en œuvre pour soulager les patients. D'abord, c'est une priorité parce qu'on ne peut pas déployer son humanité, on ne peut pas vivre jusqu'au bout si on est douloureux ou si des symptômes empêchent de vivre. Et puis aussi parce que c'est la mesure de ce que notre société peut porter, de dire jusqu'au bout, on va vous aider, on sera là et on ne vous laissera pas tomber. Donc nous, soignants, on est là en notre nom propre, mais aussi en votre nom à tous, auprès de ces patients, pour leur dire que c'est le message que porte la société. C'est un message qui vient un peu comme à la fois comme un aiguillon et puis un peu comme parfois comme une contestation de la médecine en place. Et donc c'est pas facile de trouver sa place, hein. Les soins palliatifs grandissent à la fois dans le système de santé tel qu'il est conçu et puis en même temps en remettant en question l'organisation de ce système de santé. Alors on est toujours un peu sur une ligne de crête entre être dans l'opposition ou participer, on a besoin d'être dedans et en même temps on a besoin de continuer à garder ce regard un peu distancé et donc c'est pas toujours facile. Notre système législatif est venu quand même dire vraiment de façon claire que les soins palliatifs étaient importants et depuis 1999, la loi dit que toute personne doit avoir accès aux soins palliatifs. Donc c'est des soins palliatifs partout et pour tous. Donc c'est ce qui est dit dans la loi. C'est déjà très important, mais ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Actuellement en France, c'est seulement un tiers des patients qui en auraient besoin qui ont accès aux soins palliatifs. Donc ça, c'est le dernier rapport de l'IGAS. Donc ça veut dire que 2 tiers des patients n'y ont pas accès. Ça veut dire que 26 départements en France, un quart des départements, il n'y a pas de service de soins palliatifs. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de soins palliatifs, mais un service de soins palliatifs, ce qu'Emmanuel nous expliquera après, c'est le lieu où on accueille les patients dans les situations les plus complexes. Donc quand il n'y a pas de service pour accueillir ces patients, ça veut dire que dans tout un département, les patients et leurs familles se trouvent confrontés à soit un accompagnement qui va être moins possible parce que dans un service où il y a plus de patients, où on a moins de temps, où on est moins formé, soit partir loin de chez soi, ce qui est toujours difficile, en particulier quand on est gravement malade. Donc nous, on travaille
depuis le début, d'abord à construire cette médecine, à réfléchir toujours à comment on peut soulager mieux, comment on peut accompagner. C'est un questionnement permanent et on a toujours des progrès à faire. Et puis aussi à déployer cette culture-là de la remise en question, de la réflexion collégiale, de se dire que pour entendre un patient parler de ses craintes, de sa peur, de la mort, de l'angoisse, c'est pas seulement un médecin qu'il faut, c'est pas seulement une infirmière, mais il faut un psychologue, il faut un aumônier, il faut des bénévoles. On a besoin de se mettre à plusieurs pour comprendre, et donc on est aussi dans ce travail de construction. On a besoin que tous les étudiants en santé aient entendu dire qu'on peut travailler autrement, que oui, on peut travailler de manière horizontale, que oui, c'est enrichissant de travailler avec des gens qui ont d'autres parcours de formation, qui n'utilisent pas la même langue que nous, mais c'est aussi un effort. Tu travailles en équipe, montre-moi tes cicatrices. C'est pas toujours facile hein, de construire ça, mais ça, c'est notre quotidien. Et ce qu'est venu dire le CCNE dans son rapport, c'est qu'on a encore beaucoup à faire pour que chaque patient puisse être accompagné comme il en a besoin, qu'il soit en hospitalisation ou à domicile. 75% des Français disent qu'ils aimeraient mourir à la maison et 62% des Français meurent à l'hôpital et 8 ou 9%, je ne sais plus, en EHPAD. Donc la proportion de gens qui meurent à domicile reste faible. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont à développer. Il nous semble que tant qu'on n'a pas donné à chaque patient la possibilité d'être correctement accompagné et soulagé, changer la loi pour dire si ça ne va pas, non seulement la société peut accepter, non seulement elle peut consentir à ce que vous mouriez, mais en plus elle peut organiser cette mort, ça envoie un message qui viendra bien entendu freiner le développement des soins palliatifs. Et donc c'est pour ça que pour nous, il y a là une vraie question et une vraie tension. Et puis on a interrogé les acteurs de soins palliatifs, ce qui n'avait jamais été fait, pour leur demander aussi comment eux ils perçoivent ces évolutions législatives. Et ce qu'ils ont pu nous dire, c'est que pour eux, collectivement, là aussi, de manière, on peut presque pas dire majoritaire, tellement c'est presque unanime, quelle que soit leur profession, donner la mort, ça ne fait pas partie des soins. On ne peut pas prendre le risque d'être proche des patients, d'être confronté tous les jours à la maladie grave et à la mort, d'écouter les patients, si on doit se dire aussi que peut-être on sera celui qui sera amené à donner la mort à ce patient. À ce moment-là, le risque qu'il y a à écouter et à entendre vraiment devient trop grand. Et à ce moment-là, tous ces soignants nous disent, nous, on ne pourra plus entendre de la même façon. Et donc c'est toute cette expérience et tout ce que notre quotidien nous donne à vivre, qu'on essaye déjà de partager dans ce débat public qui s'ouvre, pour venir apporter cette expérience-là. Nos patients ne prendront pas la parole dans les débats. La perception qu'on a de l'action de la fin de vie quand on en est éloigné est très différente de celle qu'on en a quand on est malade. On ne peut pas évidemment parler pour nos patients, mais en tout cas, on peut nous témoigner de ce qu'on vit, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, de ce qu'on peut faire. Et c'est ça qu'on fait ce soir, et c'est ça qu'on va continuer à faire dans les mois qui viennent. Merci de parler avec autant de conviction, de force de conviction, et en même temps d'être très clair en fait sur les enjeux, en fait, de ces enjeux des soins palliatifs, de nous signaler aussi leur insuffisance en fait, hein, parce que c'est de leur accès, de l'accès à ces soins palliatifs. Emmanuel de la Rivière, quand on a échangé un petit peu au téléphone ensemble, et quand je vous ai parlé de cette image un peu caricaturale que les gens ont des unités de soins palliatifs, donc vous êtes chef de service à la maison Marie-Galène, c'est vrai que la représentation qu'on a de ces unités de soins palliatifs, c'est parfois un peu d'être des mouroirs. Et tout de suite, vous m'avez dit, mais non, une unité de soins palliatifs, c'est aussi un lieu de vie. Avec ce souci peut-être de parler comme le philosophe Paul Ricoeur, hein, qui disait d'être vivant jusqu'à la mort, quoi. De rester, on fait en sorte de considérer les patients que l'on a comme des vivants jusqu'à la mort, hein, et de les accompagner jusqu'à la mort. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu le quotidien de ce qui se passe en fait dans une unité de soins palliatifs, et puis est-ce que les soignants qui exercent dans ces unités de soins, est-ce qu'ils ont eu une formation particulière? J'ai bien compris en entendant Claire Fourcade que c'était vraiment l'humain finalement qui était au centre du soin, et que le soin n'était pas considéré comme un simple geste technique, mais que ce qui était au cœur, c'était vraiment la relation de soins, c'était donc l'humain qui était au cœur. Mais est-ce qu'ils ont été forts? Est-ce que c'est des médecins comme les autres,
des infirmières comme les autres, des aides-soignantes comme les autres, ou ils ont une formation particulière à cette approche finalement de la fin de vie, de la souffrance en fin de vie et de la mort. Vous m'entendez là? Ça marche pas. Là, c'est mieux. Donc c'est intéressant cette question que vous posez, effectivement, on en a parlé par téléphone la semaine dernière. Et, je vous livre une expérience que j'ai vécue pas plus tard que tout à l'heure, cet après-midi, avec Jacques. Jacques Rico nous a fait l'honneur de venir discuter un petit peu avec les professionnels et bénévoles. Je ne sais pas s'il y avait un bénévole, non, je ne crois pas. Les professionnels du service. Et on a pu partager justement de ces questions autour de, finalement, d'où vous venez, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé ici, dans cette unité, dans ce lieu, pour travailler en soins palliatifs. Et les réponses étaient multiples, les motivations aussi, mais ce qui faisait le plus de sens et ce qui montrait la cohésion de l'équipe, c'est qu'il y avait cette volonté, voilà, ce désir. Cette volonté d'être avec le malade, ce désir d'être proche, ce désir d'être proche du corps du malade pour les aides-soignantes, et l'une d'entre elles a pu l'exprimer, et ce désir d'humanité, ce désir de proximité avec le malade. Donc je pense qu'au-delà de la formation, effectivement, il existe des formations, il y a des formations universitaires, il y a des formations dans les IFSI, dans les instituts de formation de soins infirmiers, mais au-delà de ça, il y a quand même le désir de travailler dans ces lieux, qui sont des lieux difficiles, bien sûr qu'on vit au quotidien à la proximité de la mort, et c'est pas aisé, et on a des moyens aussi, et des techniques, j'allais dire, même si j'aime pas trop ce mot-là, pour accompagner un patient et ensuite, après son décès, accompagner le patient qui viendra après. Mais malgré tout, et l'expérience qu'on a vécue avec Jacques cet après-midi, c'était ça, ils ont tous exprimé le fait que s'ils étaient là, ce n'était pas par hasard. Et que, voilà, qu'ils avaient cette volonté d'humanité et de proximité. Alors une unité de soins palliatifs, c'est quoi? Déjà juste pour vous dire, la maison de santé Marie-Hélène, ce n'est pas qu'une unité de soins palliatifs, c'est une maison où il y a un service de soins de suite et de réadaptation, et puis sur le pôle de soins palliatifs, il y a une unité de soins palliatifs, comme le disait Claire Fourcade tout à l'heure, ce sont des unités qui sont peu nombreuses et qui sont dédiées à accueillir les patients dans les situations les plus complexes, mais il y a également au sein de mon service, de notre service, un hôpital de jour, on accueille des patients qui sont à domicile et qui viennent à l'hôpital pour des prises en charge ambulatoires, pluridisciplinaires, et puis une équipe mobile qui se déplace à la fois dans les établissements sanitaires, mais également en établissement médico-social et à domicile. Pour compléter la question que vous m'avez posée, est-ce que les unités de soins palliatifs sont des mouroirs? Effectivement, présentées comme ça ne donne pas envie d'y aller. Bien évidemment, ce n'est pas ça. Alors, lieu de vie, je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais, c'est peut-être le terme que j'ai utilisé, mais en tout cas, ce sont des lieux où il y a de la vie. Ce ne sont pas des lieux où on va vivre et où on va vivre longtemps. Les unités de soins palliatifs sont des lieux, des unités médicalisées de court séjour, mais ce sont des lieux où il y a de la vie. Alors, pour vous exprimer ça, je prendrai peut-être un exemple récent d'une patiente qu'on a accueillie. Et à nouveau, dans la discussion qu'on a eue la semaine dernière, je vous ai dit, mais tout ce qui se passe en unité de soins palliatifs, c'est important que les gens qui ne connaissent pas puissent comprendre que c'est des lieux d'incarnation. Donc je vous prendrai juste l'exemple de Françoise. Françoise, elle est arrivée il y a un mois et demi dans le service, une femme de 75 ans, qui nous avait été adressée par son oncologue parce que vivant des souffrances terribles. Elle avait un cancer extrêmement avancé, d'origine digestive, avec ce qu'on appelle une carcinose péritonéale qui entraînait une occlusion intestinale. Cette occlusion intestinale n'a pas pu être levée avec des médicaments, en tout cas au moment où les traitements étaient proposés n'étaient pas efficaces. Et il a été nécessaire de lui poser une sonde nasogastrique. Donc une sonde nasogastrique, c'est une sonde qui part dans le nez, comme ça, et qui va jusqu'à l'estomac pour aspirer tout le contenu gastrique et éviter en fait aux patients de vomir. Donc elle est arrivée dans le service avec des souffrances terribles. Et du fait de ces souffrances terribles,
avec une demande de mort anticipée. Elle disait, ce que je vis là, ce que je vis actuellement est insupportable. Je ne veux plus vivre comme ça. Faites quelque chose, il faut absolument abréger ma vie. Et donc le contrat qu'on a passé tout de suite avec Françoise, ce contrat, c'était de lui dire, écoutez, laissez-nous un peu de temps. On sait que ce que vous avez vécu ces derniers jours, ces dernières semaines était difficile, mais laissez-nous un peu de temps, laissez-nous essayer quelque chose. Laissez-nous vous proposer les soins qu'on peut proposer en unité de soins palliatifs. Et petit à petit, jour après jour, alors dès le premier jour, on a mis en place des traitements pour son confort de vie, des traitements pour ses douleurs, des traitements pour ses nausées, des traitements pour les brûlures qu'elle avait sur tout le trajet de la sonde, et puis un accompagnement, et puis du temps soignant, du temps pour faire sa toilette, du temps pour se préparer, du temps pour s'habiller, du temps pour se présenter à sa famille. Tout ce qu'on a pu lui proposer, finalement son état s'est amélioré, et son état s'est amélioré assez vite. On était globalement content, toute l'équipe était satisfaite de ce qu'on avait pu lui proposer. Et son état s'est tellement amélioré que les nausées ont disparu, que les douleurs se sont atténuées, qu'elle s'est sentie apaisée, qu'elle était dans une grande souffrance psychologique et que ses angoisses ont été apaisées. Et progressivement, en fait, du fait de l'absence de nausées, un jour je suis passé, je lui ai dit, écoutez, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, on en a parlé en équipe, c'est d'essayer de retirer la sonde. Donc on a retiré la sonde. Cette dame, elle ne mangeait plus depuis 1 mois ou 1 mois et demi. Elle n'avait plus rien à avaler. On a retiré la sonde, on lui a dit, écoutez, vous allez boire quelques gorgées d'eau, on va voir comment ça va se passer. Et puis au bout de 24, 48 heures, finalement, ça se passait bien. Elle a pris des bouillons, elle a pris des yaourts. On lui a apporté des glaces parce qu'elle adorait les glaces. Elle a pu revoir ses petits-enfants alors qu'elle était persuadée qu'elle allait mourir en quelques jours dans l'unité. Et elle a vécu comme ça pendant 15 jours, 3 semaines, semble-t-il. Elle est décédée, bien sûr, à la fin du séjour. Enfin, bien sûr, elle aurait pu ne pas décéder, mais elle est décédée à la fin de ce séjour. Et elle nous a fait un cadeau immense en nous disant, mais tout ce que j'ai vécu ici a été extrêmement important pour terminer ma vie paisiblement. J'ai pu voir ma famille, j'ai pu voir mon chien, dans mon souvenir, elle avait un chien, et son chien a pu venir, elle a pu le voir, puisque la famille exprimait le fait que le chien se demandait où elle était, et puis elle est partie comme ça paisiblement. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que voilà ce qui se passe dans une unité de soins palliatifs. Oui, c'est un lieu de vie, ce n'est pas un mouroir, et pour reprendre les termes de Claire, ce qu'elle disait avant, les mouroirs, c'était vraiment, alors contrairement à ce qu'elle dit, on a juste un an d'écart. Hein. Donc moi aussi, j'ai vécu un petit peu ce qu'elle a vécu au siècle dernier, dans les années 90. J'ai vécu ces euthanasies, et j'ai vécu ces lieux où, je me souviens, interne de premier semestre, faisant la visite, une patiente assez âgée, mourante, dans une chambre. On était passé avec le chef de clinique, il m'avait dit non, mais elle va mourir. On avait mis l'oxygène à fond, on était sortis, on avait fermé la porte et on n'y était plus jamais rentré jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à aller faire le constat de décès. Donc là, ces lieux-là étaient des mouroirs. Et heureusement, depuis 30 ans, ces lieux-là, en tout cas on peut l'espérer, n'existent plus. Voilà ce qu'on peut modestement faire dans une unité de soins palliatifs. Vous avez combien de lits dans votre unité? Alors dans notre unité, il y a 12 lits. Actuellement, en Gironde, il y a 24 lits d'unité de soins palliatifs, 12 lits au CHU de Bordeaux, à l'hôpital Saint-André, et 12 lits à Marie-Galène. Il est question d'ouvrir 3 nouvelles unités, une à Libourne, une au CHU, je regarde Bernard, Paternoste, qui travaille au CHU, et une à La Réole, je crois, à l'hôpital de La Réole. Mais tout ça est encore en suspens et ces dossiers n'avancent pas très vite. Le temps politique et le temps décisionnaire pour l'ARS n'est pas le même que le temps des médecins qui trépignent pour avoir des unités adaptées. Donc actuellement, il n'y a que 2 unités dans notre département. Mais comme le disait Claire, il y a 26 départements où il n'y a toujours pas d'unité de soins palliatifs. Vous disiez, Dominique, qu'il y a la question de l'hôpital, de la santé de l'hôpital aussi. Oui, voilà, c'est parce que, enfin moi, ce que je comprends, pardonnez-moi, je ne suis pas du tout spécialiste comme vous, mais comment dire, le côté palliatif, c'est pas juste à la fin de vie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui devrait accompagner tous les soins, les soins de confort et tout ça. Mais actuellement, l'hôpital est en mauvais état et quand il manque du personnel,
il faut du temps quoi, pour accompagner les gens. J'ai une de mes filles qui est médecin dans un hôpital à Rambouillet. Elle me dit, je n'ai plus d'infirmières. Elles partent toutes. Et comment on fait pour accompagner les gens? C'était d'ailleurs un des arguments du petit groupe qui s'est opposé à l'avis du CCNE, c'est-à-dire mettre ce sujet-là aujourd'hui, alors qu'il y a tant à faire pour remettre de l'ordre dans l'hôpital. Voilà, pardon, hein, je parle. Pas du tout, au contraire, non, je m'excuse auprès de Jacques, mais j'ai envie de vous répondre, parce que moi je pense que les soins palliatifs sont l'avenir du système de santé. Je pense que les soignants s'en vont, ils quittent le navire, parce que ce qu'on leur demande n'a pas de sens. C'est-à-dire travailler toujours plus vite, toujours plus technique, toujours plus détaché des patients, passer d'un service à l'autre, ça n'a pas de sens. On choisit d'être soignants, tous, même si dans la médecine il y a des métiers techniques, quels que soient les postes où on est, on choisit d'abord ces métiers parce qu'on aime la relation et parce qu'on aime les gens. Sinon, on ne peut jamais faire un bon soignant. Et il me semble que ce départ qui se fait à bas bruit, mais à flot continu et partout, il vient du fait que ça n'a pas de sens ce qui est demandé. Et que quand on devient un soignant maltraitant, parce qu'on vous a dit que cette toilette doit être faite en 13 minutes, on a actuellement dans notre service un patient tous les jours, le pansement prend 2 heures. 2 heures pleines pour 2 soignants qui sont avec lui, un pansement super complexe et super difficile. Si on leur disait vous avez une demi-heure, ça n'a pas de sens de travailler comme ça. Et je pense que les soins palliatifs qui sont une médecine lente et une médecine qui prend du temps, c'est comme ça qu'on peut redonner aux soignants l'envie de rester et de trouver du sens dans ce qu'ils font, et pas seulement, évidemment, en fin de vie. Il n'y a pas qu'en fin de vie qu'on a besoin d'être écouté. Moi, ça me fait au cœur quand en consultation, je vois un patient me dire « Docteur, c'est la première fois que quelqu'un m'écoute ». Pourquoi il faut arriver en fin de vie pour que pour la première fois, un soignant vous écoute, qu'il ait le temps de s'asseoir, de se poser et de dire à la fois par les mots et par les gestes, on peut parler de ce qui vous inquiète, on a le temps. Et pas l'impression que le soignant qui est devant vous, que ce soit un médecin, une infirmière ou une aide-soignante, a un œil sur la montre, l'autre sur l'agenda, en se disant comment je peux faire pour aller plus vite. Et je crois que c'est seulement ça qui nous permettra de restaurer notre système de santé. Jacques Ricot, je me tourne vers vous, là, vers le philosophe, parce que tout le monde souhaite finalement mourir dans la dignité. Mais cette question de cette tension qu'il y a entre soins palliatifs, finalement, qui est en train de s'installer, entre le développement, soit on développe les soins palliatifs, soit de manière un peu cynique, j'ai envie de dire aussi, on accélère la fin de vie des gens, parce qu'on manque de personnel, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper des patients en fin de vie. Ça peut être aussi perçu comme ça, en fait. J'ai envie de vous poser comme question, quand même, sur le plan philosophique, parce que ça peut paraître... on ne voit pas toujours bien la différence en fin de vie entre le fait de laisser mourir, comme on dit, et de faire mourir. On a le sentiment que parfois, bon, il y a une subtilité là philosophique, mais qui peut paraître un peu abstraite, qui peut paraître parfois un peu hypocrite. Est-ce que, entre le fait, par exemple, d'arrêter un traitement, le fait de plonger quelqu'un dans une sédation profonde, ou le fait de l'aider activement à mourir, quelle est la différence, finalement? Vous posez beaucoup de questions. Maintenant, c'est bon. Vous posez beaucoup de questions d'un seul coup, et il y a une avalanche là qui se précipite devant moi. Alors je commencerai par votre première phrase. Tout le monde veut mourir dans la dignité. Vous savez que cette expression est devenue comme un étendard des pro-euthanasiques, au point que, et je l'ai encore vérifié en lisant le bulletin de ma mutuelle hier, au point que mourir dans la dignité, ça veut dire mourir euthanasié. C'est extraordinaire. Même les parlementaires, quand ils sont pro-euthanasiques, vous disent « je suis partisan de mourir dans la dignité ». Et encore une fois, l'éditorial de ma mutuelle dit la même chose, il faut mourir dans la dignité. C'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un hold-up sémantique, j'ose le mot, il y a un hold-up sémantique sur ce mot de dignité. Et je suis au regret de le dire, mais je le dis devant une opposante à la vie qui a été proposée par le CCNE le 13 septembre dernier. Jusqu'à présent,
le CCNE disait toujours que la dignité était inaliénable, que c'était la valeur inconditionnelle reconnue à tout être humain dès lors qu'il était un être humain. Et voici que pour la première fois, moi qui suis un grand lecteur des avis depuis longtemps, puisque j'ai enseigné la bioéthique à l'université plusieurs années, pour la première fois, on dit oui, il y a plusieurs conceptions de la dignité, alors vous comprenez, on va passer à autre chose. Mais c'est scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux? Parce qu'un membre du comité de parrainage de l'association qui porte ce sigle et qui porte ce projet de faire légaliser en France l'euthanasie, André Comte-Sponville, un de mes collègues en philosophie. Nous avons collaboré tous les deux, de façon la plus courtoise d'ailleurs, à un ouvrage collectif sur le suicide. Nous ne disons pas la même chose. Pardon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez changer le micro? Parce qu'il y a un micro qui marche et l'autre qui ne marche pas du tout. Merci. On va mettre plus fort. Merci. Et comme ça, on m'entend mieux? Bon. Alors, je reprends. Je disais donc, enfin, je ne reprends pas tout, mais je disais donc qu'il était assez scandaleux d'utiliser le mot de dignité à toutes les sauces. Et j'en veux pour témoignage un de mes collègues avec lequel je suis en opposition, qui s'appelle André Comte-Sponville, mais qui au moins a l'honnêteté de dire « je récuse radicalement d'être enrôlé sous la bannière de mourir dans la dignité ». Parce qu'il sait sa philosophie, il est suffisamment humain pour savoir que jamais un individu ne peut perdre sa dignité. Il peut perdre le sentiment de sa dignité, oui bien sûr, mais pas sa dignité. Et je suis au regret de faire remarquer que le CCNE a perdu ici une belle occasion de montrer qu'il était encore dans une ligne éthique. Je suis devenu très sévère parce que cet avis, moi qui en ai lu beaucoup, j'ai même commenté sur des dizaines de pages certains d'entre eux, y compris sur la fin de vie. Pour la première fois, je vois un avis mal ficelé sur le plan argumentatif, mal ficelé sur la forme et désastreux sur le fond, puisque des affirmations sont proférées sans jamais être justifiées. Donc là, je suis très sévère. Alors, Comte-Sponville nous dit, bien sûr, la dignité n'empêche pas de mourir de façon maltraitante. Et donc, dit-il, moi, je suis partisan de mourir dans la liberté. C'est un tout autre débat, et peut-être que nous l'aurons, puisque le CCNE parle d'une tension entre l'autonomie et la solidarité, et je suis prêt évidemment à discuter de cette question. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Oui, peut-être éclairez-nous sur ce changement, en fait. Vous venez de nous expliquer ce changement, ce passage de la dignité à la valorisation de l'autonomie, et expliquez-nous cette tension avec la solidarité. Alors, la solidarité a été excellemment résumée par les deux spécialistes de soins palliatifs qui viennent juste de s'exprimer, Claire Fourcade et Emmanuel de la Rivière. La solidarité, c'est en effet ça. Qu'est-ce que c'est que le soin? Qu'est-ce que c'est que le prendre soin? C'est bien au-delà d'ailleurs du médical, ce que nous devons à tous les êtres faibles, vulnérables. La grande anthropologue Margaret Mead disait que l'humanité commençait quand on commençait à prendre soin d'autrui. C'était sa définition même du début de l'humain. Vous voyez, avant même de dire qu'on reconnaissait un humain à la sépulture qu'il avait reçue, quand on avait des ossements, les paléontologues ne savaient pas trop si c'était un animal. On savait que c'était un humain dès lors qu'il y avait un accompagnement ritualisé du cadavre, signe du respect du cadavre. Mais, plus important et plus en amont encore, justement le prendre soin. Le fait qu'un être humain blessé, fatigué, vieilli, eh bien, au contraire, nécessite des soins, c'est à ça qu'on reconnaît l'humanité dans ses fondements. Eh bien, c'est ce que les soins palliatifs, je ne suis pas très content que le mot palliatif soit utilisé ici, parce que le curatif et le palliatif, c'est beaucoup plus mélangé qu'on ne le croit. Je vais y revenir dans un instant. Mais les soins palliatifs sont justement cette révolution qui est venue dire mais la médecine, ce n'est pas des plateaux techniques, c'est bel et bien prendre soin d'autrui dans sa vulnérabilité, dans sa faiblesse. Alors ça, c'est le serment immémorial d'Hippocrate, par exemple. Et c'est aussi parce que les soignants sont, pour la société que nous sommes, les délégués auprès des personnes vulnérables. Ils sont nos représentants. Et nous, autres sociétés, nous avons à les soutenir, à les aider, à les aimer même, et à les payer d'ailleurs, parce que tout ça va ensemble, certainement, tous ces verbes que je viens d'aligner. Eh bien, ici, le soin, c'est ça et pas autre chose. C'est dire, toi, je ne t'abandonnerai pas, toi, je ne te tuerai pas, toi, je serai là pour te soulager, quoi qu'il en coûte. Et je reprends évidemment les propos qu'on vient d'entendre tout à l'heure, et c'est évidemment ça le soin. Mais voilà que dans nos sociétés libérales, libertaires,
qui confondent peut-être la démocratie avec cet aspect de l'expansion indéfinie d'une liberté qui d'ailleurs ne sait plus très bien se définir, et bien voilà que maintenant on dit attention, vous êtes paternaliste si vous voulez me soigner et que moi je veux mourir. C'est un discours de bien portant. Comme on l'a dit tout à l'heure, 90% des bien portants ne veulent pas souffrir. J'en fais partie. On veut mourir. Et les 10%, je me demande d'ailleurs pourquoi ils répondent comme ça au sondage. Parce que le sondage, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit qui veut mourir librement, mais en réalité, j'en ai fait très souvent l'expérience, les gens perçoivent qu'est-ce que vous préférez, mourir ou souffrir? Alors évidemment, le piège se referme très vite et on a les résultats qu'on a. Alors donc, cette liberté vient finalement bousculer le soin lui-même. On ne fait pas de sondage, ce serait indécent, dans les unités de soins palliatifs. Et on verrait pourtant que s'il y a des demandes de mourir qui persistent, elles ne persistent pas indéfiniment. C'est absolument rarissime de voir une demande d'en finir qui persiste indéfiniment. Je parle sous le contrôle de meilleurs spécialistes que moi ici. Et donc le sondage se renverse. Voilà que 90% des personnes en fin de vie, et même plus, disent on n'a pas besoin d'être euthanasié puisqu'on est soulagé. Et donc c'est là que les sondages d'aujourd'hui nous trompent, nous mentent. Et il faut le dire avec beaucoup de détermination. Alors cette tension, où est-ce qu'elle va nous conduire? Où est-ce qu'elle nous conduit déjà? Alors regardons ce qui se passe autour de nous. J'ai préfacé récemment un livre qui se trouve d'ailleurs sur la table, de soignants belges qui refusent l'euthanasie. Ils ont intitulé leur livre de témoignage Euthanasie, l'envers du décor. Pourquoi? Parce qu'ils voient très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, que lorsqu'on a commencé à faire une brèche dans une digue, qui retient par exemple de l'eau, eh bien cette brèche, on n'a jamais vu qu'elle se rétrécisse. Elle ne fait que s'agrandir. 25 propositions de loi, depuis celle de 2002 en Belgique, sont venues élargir ou proposer d'élargir, parce que ça n'a pas toujours fonctionné quand même, le champ de l'application de cette loi. La Suisse, je suis en contact très très régulier avec la Suisse, celui-ci certainement, mais encore ce matin, par courrier électronique, mes correspondants m'expliquaient l'évolution. Le 27 novembre prochain, il va y avoir dans un canton du Valais encore une votation, comme on dit là-bas, un référendum, pour savoir si il faut rendre obligatoire dans les instituts médico-sociaux la possibilité d'être suicidé, entre guillemets, sur place, de se suicider sur place. C'est-à-dire que là-bas aussi, ça ne fait que s'agrandir. Savez-vous qu'en Suisse, entre 2003 et 2018, on a multiplié par 4,5 le nombre de suicides. Aujourd'hui, il y a autant de suicides assistés que de suicides, j'allais dire classiques, c'est pas très heureux comme expression, mais c'est ça. La Suisse a une population, je crois, de 8 millions d'habitants, et il y a 1000 suicides à peu près par jour, et autant de suicides assistés. Et ça ne fait que grandir. C'est la même chose dans les pays, alors le Canada, c'est pompon, si je puis m'exprimer ainsi, l'explosion d'euthanasie est fantastique. En Belgique, c'est pas mieux. En Pays-Bas non plus. On en est à 4,5% officiellement aux Pays-Bas, et nous savons tous que c'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, comme en Belgique, on ne déclare pas toutes les euthanasies. Il faudra peut-être y revenir dans le débat, c'est peut-être un peu technique, mais il y a des procédés qui consistent à faire des sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès, qui sont des euthanasies déguisées, et qui sont très très nombreuses en Belgique. Tiens, comment ça se fait? Eh bien, c'est une bonne façon pour les médecins de n'avoir pas à déclarer les euthanasies qu'ils ont pratiquées. Autrement dit, méfions-nous des chiffres, parce qu'ils ne disent pas toute la vérité. Alors, qu'est-ce qu'une société qui voit monter en flèche ainsi les demandes exponentielles d'euthanasie? Elle n'est pas bien, cette société. Pourquoi? Parce qu'elle considère que sa liberté, c'est d'abolir sa liberté. C'est très étrange. Moi, j'ai eu le privilège d'être, non pas un des proches, mais en tout cas, une relation amicale d'Axel Kahn. Je le cite parce que sa mort a été très médiatisée au printemps 2021. Axel Kahn, agnostique, de gauche. Je dis ça pour éviter que justement on vous prenne pour un sous-marin du Vatican et que vous n'ayez pas finalement d'autres arguments à opposer que tu ne tueras pas dans le décalogue, etc. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se présente, le clivage aujourd'hui. Donc, Axel Kahn,
a pris le temps d'écrire un livre intitulé « L'ultime liberté », pour l'interrogation, consacré exclusivement à la question de la liberté du suicidé. Il savait de quoi il parlait, son père s'était suicidé. Il admirait beaucoup son père, bien entendu. Il n'a jamais jeté la pierre et son père était en souffrance, etc. Mais Axel Kahn, de la façon la plus déterminée, la plus résolue qui soit, a affirmé dans ce livre « On n'est pas libre quand on se suicide ». La preuve, c'est qu'on n'aperçoit pas d'autre issue, on n'a même pas le choix. Et je vous conseille de lire ce livre. Je le dis parce que quand sa mort a été très médiatisée, jamais un intervieweur, à ma connaissance, ne lui a fait répéter ce que pourtant profondément il pensait et il croyait de toutes ses forces. Je cite aussi très souvent Robert Badinter. J'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai été auditionné plusieurs fois par le Parlement quand il s'est agi d'élaborer les lois précédentes. Et je me souviens d'une session où j'étais, celle de 2008, où Robert Badinter s'est exprimé. Robert Badinter, tout le monde connaît son nom, tout le monde sait qu'il est celui qui, contre l'avis majoritaire des Français, a osé abolir la peine de mort en 1981. Robert Badinter a dit de la façon la plus déterminée et la plus claire, et Marie de Henzel me disait encore le mois dernier qu'il n'avait pas changé d'avis puisqu'elle l'avait rencontré, Robert Badinter a déclaré qu'en aucune façon un pays civilisé ne devait légaliser l'euthanasie. Il a préfacé le livre, lui l'homme de gauche, de Jean Lenetti, lui-même du centre droit, et donc en lui disant son plein accord avec la loi qu'il avait élaborée. Donc vous voyez, il faut essayer de garder raison sur cette affaire de la liberté et de la solidarité. Il y a des libertés qui finissent par corrompre de l'intérieur la solidarité. Il y a des libertés qui finissent par corrompre de l'intérieur la notion même de soin et par conséquent la notion même d'humanité. C'est pourquoi, d'une façon peut-être un peu enflammée, c'est pas dans mes habitudes, je suis plutôt d'habitude un philosophe apaisé, on me reconnaît cette qualité, mais là, vraiment, vous le sentez, il y a quelque chose qui est en train de se jouer et qui est gravissime, pas simplement en France d'ailleurs, mais dans nos démocraties occidentales fatiguées. Et donc, je crois que nos parlementaires devraient suivre le conseil que la Société française d'accompagnement de soins palliatifs leur a donné avant de vous déterminer, et vous autres qui allez participer à la Convention citoyenne aussi, venez donc passer 2, 3, 8 jours dans une unité de soins palliatifs pour comprendre de quoi vous parlez, pour savoir de quoi vous parlez, au lieu d'être simplement les haut-parleurs de sondages qui sont d'ailleurs fort discutables dans la manière dont ils présentent toujours les choses. Donc cette société qui dit « ma liberté », s'aperçoit-elle qu'elle est en train de confisquer finalement la liberté d'autrui. Alors en Suisse, j'ai encore droit à une minute. Voilà. En Suisse, vous le savez, c'est tout à fait particulier, ils n'ont jamais voté une loi pour légaliser le suicide assisté. Mais l'État s'est désengagé. Tout simplement, ils ont décidé que lorsqu'on accompagnait quelqu'un dans un suicide sans mobile égoïste, eh bien, ça n'était pas condamnable. D'ailleurs, la France pense à peu près la même chose. Si quelqu'un se suicide et qu'il y a une enquête, on va vérifier si la personne qui a été complice du suicide n'avait pas un intérêt un peu bizarre dans l'affaire, et en général, les tribunaux sont indulgents. On vérifie toujours quand même comment les choses se sont passées. Mais les Suisses vont plus loin, puisque cette liberté individuelle, en effet, se suicider n'est pas passible, comme c'était le cas jusqu'à la Révolution française en 1791, n'était pas passible des tribunaux. C'était interdit de se suicider, parce que c'était un homicide de soi. En bref, on n'en est plus là, et donc le droit s'abstient. En France aussi. Mais aussi en Suisse, il s'abstient de droit. Et l'État ne veut pas entendre parler de suicide assisté, parce que ça, c'est une affaire de la société civile. C'est pas les médecins, on en trouve pour faire une prescription, mais après, l'État ne veut pas s'engager là-dedans. C'en est au point qu'en Suisse, et on ne le sait pas assez, l'euthanasie est rigoureusement réprouvée et sanctionnée. C'est-à-dire que, pour rentrer dans des détails un peu sordides, un patient qui demande à se suicider en Suisse, et qui ne le peut pas parce qu'il est paralysé des bras, vous n'avez pas le droit de porter la timbale du poison mortel, le verre, à ses lèvres. Alors, ils trouvent des combines, ils vont lui donner une paille et des trucs comme ça. Mais c'est là que, par exemple, une fois de plus, le CCNE est en complet délire quand il dit « Ah oui, mais si on légalise le suicide assisté, au nom de l'égalité pour tout le monde, il faut euthanasier ceux qui ne peuvent pas se suicider tout seuls. » C'est des raisonnements d'une aberration. Excusez-moi, moi ils ne sont pas d'accord. Oui, mais enfin, ils ont signé ça, les majoritaires. Ils ont signé une formule qui dit « certains pensent et certains pensent ».
Ah oui, mais eux, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est des Oui. signataires. Bon, ça. Faut Bref. être honnête avec eux. Oui, voilà. Donc là, il y a des aberrations qu'il faudra. Je suis correcteur de copie depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je vous assure que le jour où je ne vais pas commencer à le faire, mais je vais le faire, une équipe de texte de celui-là, croyez-moi, vos collègues vont en prendre une mauvaise note, une très mauvaise note. Effectivement, il y avait beaucoup de questions, Jacques Ricot, dans ma question. Donc, vous avez répondu à une partie. Et comme je suis têtue, mais je vais me tourner peut-être vers les soignants. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, Claire Fourcade, sur le fait que votre métier, c'était de prendre soin. Et en aucune façon, prendre soin, c'est donner la mort. En revanche, justement, la médecine, enfin, la technicité de la médecine, a transformé quand même certaines fins de vie et en provoquant quand même des altérations considérables. Je ne parle même pas de l'autonomie, mais en créant des souffrances aussi, en engendrant des souffrances intolérables. Et je me pose la question dans ces situations-là extrêmes, ces situations de limite, quand il n'y a plus de possibilité non plus de communiquer, que toute perception de communication, en tout cas avec le patient, devient difficile. Justement, cette différence entre le fait de plonger quelqu'un dans la sédation profonde, et le fait de lui injecter une substance létale, qu'est-ce que ça change vraiment pour un soignant? On est dans une médecine qui ne travaille pas en noir et blanc, on est tout le temps dans 50 nuances de gris, et on est aussi tout le temps, je pense, responsable, nous, de réfléchir, de devoir prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Je trouve que la loi Leonetti, quand elle a été discutée, celle de 2005, c'était après que les Belges aient voté leur loi, c'était au moment de l'histoire de Vincent Humbert, pour ceux qui s'en rappellent, un jeune qui avait demandé à être euthanasié. Et moi, j'avais l'impression à ce moment-là que tout était prêt dans la société pour qu'on ait une loi de type belge. Et puis, les auditions parlementaires, elles ont permis, je pense, aux législateurs de saisir la finesse de ce qu'on fait, parce que l'euthanasie, c'est pas du tout une question de notre quotidien, contrairement à ce que croit la majorité des gens. Moi, dans l'équipe où je travaille, ça fait 22 ans, 12 000 patients, on a eu 3 demandes persistantes d'euthanasie. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est jamais abordé par des patients à certains moments, mais voilà, on a eu 3 demandes persistantes d'euthanasie. Donc ça reste des situations tout à fait singulières et particulières. Je me rappelle de chacun de ces patients, mais c'est pas du tout une question du quotidien. Alors que la loi Leonetti, c'est des questions de tous les jours, dans toutes les chambres. Et l'article 1 de la loi, et c'est pas rien que ce soit l'article 1, c'est d'abord petit 1, vous avez le droit, vous tous, de demander à arrêter des traitements. Et ça, encore maintenant, quand un patient dit « j'en peux plus de ce traitement », je dis « mais vous n'êtes pas obligé ». Alors ça, pour beaucoup de patients, c'est une découverte complète, qu'on n'est pas obligé de faire le bon traitement que le docteur nous propose et qu'on peut remettre en question et dire que oui, nous, on veut faire un autre choix, qu'on a d'autres valeurs, que c'est d'autres choses qui sont importantes pour nous. Et donc, d'abord, un patient peut décider de limiter ou d'arrêter des traitements. Le travail des soignants, c'est d'expliquer les conséquences de ce choix pour que ce soit un vrai choix libre, c'est-à-dire qu'on ait compris les enjeux et qu'on puisse faire ce choix. Mais d'abord, un patient peut arrêter les traitements. Deuxièmement, on ne doit pas s'obstiner, on ne doit pas s'acharner. Au début, on disait acharnement thérapeutique, maintenant on dit obstination déraisonnable. Et c'est pour nous, Emmanuel le dira sûrement, ces sources de réflexion parfois très longues, de comprendre, de se dire, ce traitement-là, est-ce que c'est de l'obstination ou non? Est-ce qu'on a raison? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va être plus de confort pour le patient? Quel va être le bénéfice? Quel est le risque? Comment on pèse ça? Donc ça, on est dans une médecine délibérative qui passe son temps à réfléchir et à se demander qu'est-ce qui est le mieux et à impliquer le patient dans cette réflexion, parce que c'est souvent lui qui sait le mieux ce qui est bien pour lui. Donc parfois il y a des situations complexes, mais je crois que notre responsabilité, c'est de construire des parcours avec les patients qui permettent à chaque embranchement de la maladie, parce qu'on ne passe pas directement, sauf dans des cas très particuliers, mais on ne passe pas directement de la bonne santé à un état où on ne peut plus communiquer, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Il y a beaucoup d'étapes. Et à chacune de ces étapes, à chacun de ces embranchements, avec les patients, on peut réfléchir ensemble
à qu'est-ce qui est souhaitable pour eux. On parle beaucoup des patients qui ont des SLA, les maladies de Charcot, une maladie neurodégénérative, qui est difficile parce qu'on sait qu'on n'a pas de traitement et que les perspectives sont vraiment très lourdes pour les patients. Avec ces patients-là, à chaque étape, on peut réfléchir pour se demander quel est le bon choix pour eux à ce moment-là, qu'est-ce qui correspond à ce qu'ils veulent ou à ce qu'ils ne veulent pas. Et je crois que c'est cette médecine-là qui est notre responsabilité, c'est-à-dire être capable de faire non pas, à mon avis, des directives anticipées, mais des discussions anticipées. Prendre le temps de construire ensemble, patients et soignants, parce qu'on est ensemble dans ce combat-là et dans cette lutte pour trouver la meilleure façon de vivre pour chaque patient. Parfois, je trouve que dans le débat, on a l'impression que c'est comme s'il se jouait quelque chose des patients contre les soignants, comme si les soignants voudraient s'acharner et les patients ne voudraient pas, ou l'inverse assez souvent. Mais non, on est ensemble pour trouver des solutions et construire des solutions. C'est pour ça que les soins palliatifs sont une médecine tellement créative, parce qu'on est poussé dans nos retranchements à inventer toujours de nouvelles solutions et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et à se demander toujours qu'est-ce qu'on peut construire avec chaque patient. Je crois que c'est ça la vraie responsabilité qu'on a dans le système de santé actuel, c'est de chercher ensemble, de co-construire avec les patients les solutions qui leur conviennent. On ne fait que du singulier. Le cadre de loi nous donne la règle, il y a ce qui est dans le cadre, il y a ce qui est hors du cadre, et notre boulot à nous, soignants, c'est de faire le singulier à l'intérieur de ce cadre. Et il me semble que, moi, ce que j'entends dans l'avis du CCNE qui me paraît à côté, c'est l'idée que la loi pourrait répondre à toutes les situations individuelles. La loi envoie un message collectif, et l'individuel, c'est notre boulot, de faire à partir de ce cadre collectif, de construire du singulier. Excusez-moi, je suis toujours trop longue. C'est-à-dire c'est passionnant et on aimerait, on a encore plein de questions à aborder ensemble, mais je voudrais donner la parole à la salle et plus précisément d'abord aux élèves du lycée Tivoli qui ont préparé un petit peu aussi ce débat avec leur professeur de philosophie. Donc je voudrais vous proposer de poser à l'issue de ce que vous avez écouté ce soir, de ce que vous avez préparé aussi avec votre professeur de philosophie. J'imagine que vous avez quelques questions. Alors peut-être, comme il y aura aussi des questions dans la salle et qu'il nous reste, une vingtaine de minutes, ce que je vous propose, c'est peut-être de poser une série on va dire de 3 questions, et ensuite on réservera 3 questions pour la salle. On débordera peut-être un peu ce soir, hein, si on a la possibilité. Voilà. Qui veut prendre le micro? Alors, vous voulez prendre le micro? Oui, alors une question adressée à M. Rico. Vous avez parlé tout à l'heure d'expansion infinie de la liberté. Selon vous, quel est le danger justement de laisser l'individu avoir accès à toute cette liberté qui n'en finit pas, selon vos propos? Alors, toujours, peut-être, vous avez droit encore à 2 questions. Donc, est-ce que vous pouvez en poser une? Donc c'était juste une question pour éclaircir quels étaient les arguments pour justement la légalisation de l'euthanasie du CCNE, enfin en tout cas les arguments pour. Une dernière question? Alors, Jacques, sur le sens de cette liberté, vous avez parlé d'une évolution de la société vers toujours plus de liberté, donc ça serait une évolution un peu libertarienne. Et puis peut-être à qui voudra ensuite sur la question aussi des... Ben justement, c'est un bon exercice de disputation, parce que c'est vrai que dans ce débat ce soir, il y a quand même une espèce de consensus sur, quand même, pour la défense des soins palliatifs, et en insistant sur le fait que prendre soin, c'était pas donner la mort, mais peut-être Dominique nous expliquer, Dominique Quignot, au CCNE, il y a des avis favorables pour l'euthanasie, et sur quoi reposent ces avis favorables à l'euthanasie? Sur la liberté, vous vous doutez qu'en philosophie, c'est un mot qui chante plus qu'il ne
puisqu'il n'est approfondi. Hein. Quand je dis chanter, c'est Valéry qui disait ça, Paul Valéry. Il y a tellement de définitions de la liberté. C'est pas, évidemment, le premier adolescent venu, et vous n'en êtes plus, dit c'est faire ce que je veux. Bah, non, on ne fait pas ce qu'on veut. Je peux pas, si je veux rouler à gauche avec ma voiture, je ne fais pas ce que je veux. Parce que, bien évidemment, il n'y a aucune liberté absolue. Nous savons très bien que toute liberté est finalement relationnelle. Je vais un petit peu plus loin, c'est pour vous aider à réfléchir avec ma collègue de philosophie. Vous savez, cette belle définition de Rousseau dans le contrat social, la liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Donc c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas de liberté sans loi. Qu'on s'est prescrite, ça ne veut pas dire que je vais décider de façon capricieuse, ça veut dire que, selon ma raison, j'ai trouvé une universalisation possible de la loi. Autrement dit, ma liberté, elle n'est possible, elle n'est pensable, elle n'est réalisable que si elle est, je m'excuse des grands mots, mais je parle à des élèves de philosophie, universalisable. Donc cette liberté n'est pas une liberté de caprice, ce n'est pas mon désir qui devient mon droit, parce qu'à ce moment-là, justement, ma liberté, non seulement elle s'arrête là où commencent les autres, mais elle est substantiellement toujours dépendante et relationnelle à une société. Et donc, quand je dis que je me suicide, par exemple, c'est une liberté, je le reconnais, c'est une liberté personnelle. Pourquoi? Au simple sens que je peux le faire et que ce n'est pas juridiquement une infraction, et j'ajouterais même moralement, je n'ai pas à juger ce qui s'est passé. C'est donc en ce sens-là une liberté. Je peux le faire. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que je suis réellement libre, comme le dit Axel Kahn, au moment où je le fais. Est-ce que j'avais vraiment d'autres solutions à ma disposition quand j'ai décidé de cet acte qui supprime ma liberté au moment où je prétends l'affirmer? Il y a aussi comme une espèce de contradiction interne, comme une absurdité. Évidemment, c'est pas ça qu'on va dire à un suicidaire. On ne va pas lui dire vous êtes en train de vous contredire. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais on est en train de marcher sur la tête quand on considère que c'est une liberté à conquérir comme les autres. J'ai été philosophiquement très très agacé par le discours de Falorni à l'Assemblée nationale. Il nous reste une liberté à conquérir, liberté, égalité, fraternité, et c'est celle de choisir notre mort, de choisir d'abolir notre liberté. Tonnerre d'applaudissements, 3 minutes consécutives, tout le monde debout. Mais où est-on? Quel cours de philosophie a-t-il suivi, M. Falorni, pour avoir une telle idée de la liberté aussi simplifiée? Il y a là quand même matière à réflexion. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur la liberté, mais si ça vous intéresse, je vous communiquerai un texte beaucoup plus long, parce que Nathalie va m'empêcher d'aller jusqu'au bout de ma réflexion, que j'ai écrit sur cette question de la liberté, justement. Si vous voulez bien, vous me donnez votre adresse électronique et je vous l'enverrai. Oui, non, pour dire les arguments de ceux qui étaient partisans d'une évolution de la loi, c'est de dire qu'aujourd'hui, malgré de vrais progrès, les lois précédentes, etc., il reste des cas exceptionnels qui ne sont pas résolus par la sédation profonde et continue, et puis l'accompagnement, etc. Et que ces cas-là, en plus, bon, ils ont le sentiment que quand le pronostic vital est engagé à court terme, les solutions existent, l'accompagnement existe. Mais quand quelqu'un est atteint d'une très grave maladie invalidante et tout ça, et c'est vrai qu'on cite toujours les mêmes types de maladies qu'on a exigé de ne pas citer dans la vie, parce que c'était encore une manière de désigner les gens qu'il serait raisonnable qu'ils acceptent de se suicider. Donc voilà, donc c'est ça, c'est cette idée qu'il y a effectivement des cas exceptionnels qui ne sont pas réglés par la loi aujourd'hui. Et c'est au nom effectivement de l'autonomie et du respect que l'on peut avoir, pardon, hein, je traduis ce que j'ai entendu, du respect que l'on peut avoir du sentiment qu'on n'est personne, de ne plus avoir une vie digne d'être vécue. Voilà, c'est ça leur argument, c'est même si sur les questions de la dignité de la personne, qui est intrinsèque à la personne, on peut dire des choses, mais là, il est l'autonomie de ces personnes, doit respecter le sentiment qu'ils ont que leur vie ne vaut plus d'être vécue. Voilà. Et que c'est une valeur ça peut être une valeur supérieure à la défense de la vie. C'est un peu ou le droit de ne
pas donner, enfin, l'obligation de ne pas donner la mort. Mais encore une fois, je veux dire au nom des gens du CCNE, je pense que c'était pas Falorni, quoi. Hein. C'était pas, non, mais franchement, c'était quand même pas les fous furieux de la défense voilà. Mais voilà, et il ne voulait pas considérer que c'était une rupture. Voilà, qu'on franchissait une rupture, qu'on ouvrait une brèche, etc. Ça, c'est pas quelque chose qu'ils ont voulu retenir. Mais en partant de cas très concrets, Et bon, juste pour, pardon, tu me donnes 2 minutes, je pense sur le hold-up, sur les mots, je suis absolument d'accord avec vous. J'ai insupporté quand le président de la République a parlé de bonté pour Madame Line Renaud. Je trouve ça scandaleux, parce que je pense que la bonté, elle est ailleurs, ou d'humanisme, ou d'humanité. Je trouve qu'il y a sur ces sujets-là des hold-up de mots, comme vous dites, qui sont impressionnants. Et puis juste sur la liberté, c'est beaucoup moins philosophique, ce que vous voulez dire. Je trouve étonnant qu'on défende une liberté, une autonomie, où on a besoin de quelqu'un pour l'exercer. On va obliger les médecins à sortir de leur rôle pour dire oui, cette personne a le droit de demander à mourir. Oui, cette personne, si on va jusqu'à l'euthanasie, elle va devoir nous donner l'injection. C'est une autonomie, une liberté qui oblige quelqu'un d'autre. Mais c'est très concret, ça, c'est pas de la philosophie. Une phrase pour dire que c'est justement ce dont les Suisses sont tout à fait conscients. Il ne s'agit pas d'embarquer le médecin parce que, d'une façon très paternaliste, c'est lui qui va dire vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. Donc la liberté relationnelle. C'est pour ça que là-bas, ils essaient de faire en sorte que le suicide soit possible, mais rien d'autre. Alors, dans la salle aussi, il y a d'autres, j'imagine qu'il y a d'autres questions. Donc, maintenant, la parole est aussi à vous. Bonjour. Je vous ai entendu parler, madame, monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, du fait que dans le soin palliatif, le médecin s'occupait de la personne et pouvait dialoguer avec elle et l'aider, l'accompagner, l'apaiser, etc. Mais qu'en est-il d'une personne qui, depuis 15 mois, est en soins palliatifs, puis ensuite on l'a viré en service des gérontologies parce qu'on ne faisait plus, on ne pouvait plus rien faire en soins palliatifs, étant donné qu'il commençait à accepter d'être renourri. Donc, ce qu'on fait pour cette personne, c'est le nourrir et les soins d'hygiène. Depuis 15 mois, il est dans un syndrome proche de la maladie de Charcot et le médecin n'a plus de dialogue avec lui, il n'a plus rien à lui dire. Il n'y a plus rien à lui dire. Et lui, il est malheureux parce qu'il est dans la situation moyen terme que les gens proposent de faire évoluer, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une souffrance morale. Il n'a pas du tout une souffrance physique puisque c'est une maladie neurodégénérative. Donc je ne comprends pas qu'est-ce que les médecins peuvent faire dans un cas comme ça. Et là, on est vraiment au cœur du problème et du débat. Et je suis très affecté par cette situation parce que cette personne, je vais l'aider à manger. Et je me demande si, en l'alimentant, je ne fais pas de l'acharnement. Parce que lui, il demande à partir. D'après ce qu'on comprend, parce qu'il ne s'exprime qu'avec des petits gestes comme ça. Hein. Alors, que disent les médecins là-dessus? Et les médecins catholiques? Je ne sais pas si les médecins peuvent dire quelque chose. Après, c'est toujours une relation singulière et des patients singuliers, hein, donc c'est difficile de vous répondre. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est cette difficulté, ce que je vous exprimais, on est dans la même difficulté à déterminer jusqu'où on poursuit les soins, qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas, à quel moment il faut savoir s'arrêter et dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas raisonnable et qui n'a pas d'autre objectif que de maintenir en vie. Et cette réflexion-là, elle est extrêmement complexe et elle est différente pour chaque patient. C'est pour ça que c'est difficile de vous répondre comme ça. Mais en tout cas, de dire que... Parce que ce que j'entends de ce que vous dites de cette personne, c'est qu'à la fois, elle s'alimente et en même temps, elle voudrait que ça s'arrête. Et donc, voilà, on est tout le temps dans cette balance de vouloir et de ne pas vouloir, de patients qui à un moment
il n'y a pas très longtemps, on a eu une jeune patiente dans notre service qui était rentrée pour une demande d'euthanasie avec une maladie neurodégénérative. Et donc la première fois que je la rencontre, on a passé 1 heure ensemble, elle m'explique, elle me dit, vous savez pourquoi je suis là? Je lui dis oui. Donc on passe 1 heure à parler de ce qu'elle souhaite, elle voudrait que ça s'arrête et qu'on fasse quelque chose. Moi je lui explique ce qui est possible, ce qu'on peut faire, quelles sont les limites aussi, et dans quel cadre collectif on vit. Et au moment où je m'en vais de cette consultation qui dure plus d'1 heure, au moment où je me lève, elle me dit, docteur, à propos, il faut me faire mon vaccin pour le Covid. Et voilà, c'est pour dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout ça est d'une infinie complexité et que ce qui est difficile, je trouve, pour nous, soignants, dans la médecine dans laquelle on est actuellement, c'est chaque fois qu'on a l'impression que le système dans lequel on travaille ne nous donne pas la possibilité de construire cet accompagnement. Parce que ça ne passe pas seulement par des mots. Cette personne dont vous parlez, probablement que les soignants, si on discute avec eux, les infirmières, les aides-soignants qui s'en occupent tous les jours, qui font la toilette, qui font les soins, eux, ils ont aussi la capacité de repérer bien au-delà des mots, les refus, le patient qui se tourne, qui se raidit quand on le touche. Et il y a plein d'éléments, quand on discute après en staff, que pour chaque patient, on se pose des questions, qui permettent de dire, mais là, avec ce patient-là, on entend son refus de soins, on voit son refus. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va l'accompagner dans ce refus? Comment on peut accepter à un moment, et je crois que c'est aussi notre travail à un moment d'accepter qu'un patient peut vouloir qu'on arrête certains soins, qu'on le limite. Notre travail après, c'est qu'il soit confortable malgré cet arrêt, mais la loi rend tout à fait possible la décision collective quand le patient ne peut pas y participer, même quand il ne peut pas donner son avis, de pouvoir décider qu'à un moment, peut-être il faut savoir s'arrêter, que ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, et comment on va s'organiser pour que cette décision d'arrêt ne soit pas une source d'inconfort pour le patient et qu'il soit accompagné. Mais voilà, c'est chaque fois du un par un et de l'infini difficile, parce que ce que j'entends aussi, c'est la difficulté pour tous ceux qui sont autour d'être témoins et de se dire quelle part on prend à ça, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que je dois continuer à l'accompagner ou est-ce que je me sens coupable aussi parfois de me dire que ça serait mieux que ça s'arrête, est-ce que je peux accepter ça, de parfois me dire que ça serait mieux. La petite cuillère, ce n'est pas l'acharnement thérapeutique, c'est l'acharnement des soins, c'est pas l'acharnement thérapeutique, c'est l'acharnement du soin. Je pense qu'il mange peut-être parce que comme ça, il se dit que vous reviendrez demain. Et les gens ne vivent pas seulement de la nourriture. Bien sûr, les jeunes, ils doivent bien manger pour grandir, hein, et de la soupe, on vous a expliqué, mais on est nourri par la relation. Et donc, je veux rendre hommage à nos bénévoles d'accompagnement auxquels on a fait allusion. Il y en a peut-être ici, hein, vous pouvez vous manifester. Mais c'est la société tout entière, comme on l'a dit, qui est engagée. Et vous, ce que vous faites, alors j'espère que vous n'êtes pas seul, parce que ça, on l'a dit tout à l'heure, la seule chose qu'il faut essayer, dans les repères, c'est de ne pas être seul, sinon on s'épuise. Et c'est ça, ce travail remarquable, hein, comme mes collègues et puis vous, dont vous avez témoigné, c'est ça, cette humanité-là, hein, cette solidarité-là qui est, et dont vous êtes le signe, quoi. Et voilà. Merci. Donc c'est bien parce qu'il y a beaucoup de médecins qui travaillent dans les unités de soins palliatifs qui sont là ce soir, ou de soignants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une question, disons, d'organisation globale des soins. Vous avez parlé des 2/3 des patients nécessiteux qui n'ont pas accès à ces soins palliatifs, des 26 départements qui n'ont pas de services consacrés. Alors, est-ce que c'est une simple question de moyens? Est-ce que c'est une question d'allocation des moyens, de choix stratégiques de distribuer ces moyens? Et également, dans un contexte on va dire, d'économie à l'hôpital, c'est-à-dire de réduction d'un peu de tout, est-ce que ces services-là sont menacés, plus menacés que les autres? On avait compris que c'est de la médecine lente, comme vous disiez, et une médecine finalement qui est très consommatrice de temps de soins et de personnel. Donc voilà, c'est des questions un peu pratiques. Quel est l'avenir de ces services? Alors l'avenir de ces services, on espère qu'il sera rose, que ce sera bien, que ce sera mieux. Après, effectivement, il y a les limites, mais les limites, c'est pas nous qui les fixons. Nous, ce qu'on voudrait, comme on disait précédemment, c'est que, tel que c'est écrit dans la loi de 99, que toute personne dont l'État le requiert
puissent avoir accès aux soins palliatifs. Derrière ça, effectivement, il y a des questions de volonté politique, il y a les questions de financement. Bien évidemment que l'argent, c'est le nerf de la guerre et qu'il faut les financements. Et puis, il y a la question de la culture palliative, de développer aussi, comme on le disait aussi au début, la difficulté aussi, c'est de diffuser cette culture auprès de l'ensemble de la société soignante, des professionnels de santé, pour leur dire aussi l'utilité du travail qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à créer des vocations. Actuellement en France, il y a environ une centaine de postes de médecins en soins palliatifs qui ne sont pas pourvus. C'est problématique. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré le témoignage de Claire Fourcade, de Bernard Paternostre ici, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les jeunes médecins qui arrivent n'ont pas forcément envie d'aller vers cette spécialité et comment on pourrait leur donner envie? Donc voilà, la volonté politique, l'argent, et puis permettre aux plus jeunes de réfléchir dans leur carrière. Est-ce que les soins palliatifs pourraient leur apporter ce qu'ils recherchent dans le soin? Moi, j'ai une petite question très technique. Si on a, comment dirais-je, si on a la chance, entre guillemets, de décéder en soins palliatifs, donc je pense qu'on a un décès, une fin de vie beaucoup plus feutrée et beaucoup plus digne que si on rentre en urgence dans un service où on vous met dans un coin et vous avez pas d'accompagnement. Parce que bon, en fin de vie, c'est quand même un moment très dur. Si on n'a pas d'accompagnement, on sait que ce sont des souffrances terribles. Alors, j'ose espérer, et j'espère fortement, qu'il n'y a plus personne qui meurt comme ça dans un coin, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que, étant donné qu'il y a très peu d'unités de soins palliatifs, je me dis, mais alors les autres, comment... c'est mon interrogation. S'il n'y a pas beaucoup, s'il n'y a pas tant que ça d'unités de soins palliatifs, il y a quand même aussi des services mobiles, enfin des équipes mobiles en fait de soins palliatifs qui se déplacent quand même, me semble-t-il, dans un hôpital à hôpital. Alors bien sûr, comme on l'a dit, les soins palliatifs, ce ne sont pas que les unités de soins palliatifs. Les unités de soins palliatifs sont dédiées, comme l'a dit Claire tout à l'heure, aux situations des patients qui sont dans les situations les plus complexes. La complexité, elle peut être médicale, infirmière, psychologique, sociale, et souvent c'est un mix, c'est un mélange de tout ça. Voilà. Après, ce que vous décrivez, je peux en témoigner, puisque avant d'être médecin de soins palliatifs, j'ai pratiqué pendant 13 ans dans un service d'urgence. Moi, je viens de la médecine d'urgence, je suis médecin urgentiste au départ de formation. Et ce que vous décrivez, probablement aussi ce qui a fait que j'ai voulu aller vers les soins palliatifs, c'est ce scandale de voir des personnes en fin de vie débarquer aux urgences dans un camion de pompiers et venir mourir dans un couloir des urgences. Et ça, c'est un scandale. Et c'est un scandale, effectivement, qui reste encore malheureusement d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Évidemment, comme on l'a dit, tous les patients ne peuvent pas mourir en unité de soins palliatifs. Il faut développer d'autres solutions pour ces patients qui ne rentrent pas en unité de soins palliatifs, pour qu'ils aient accès à une équipe mobile de soins palliatifs, qui puissent rentrer dans un service qui n'est pas dédié exclusivement aux soins palliatifs, mais dans lequel se trouvent des lits identifiés de soins palliatifs, avec du personnel formé. Voilà, je pense que effectivement les enjeux de demain, et on le disait sur la question du domicile, les enjeux de demain, c'est de développer cette culture palliative auprès des gens qui sont à domicile et en établissement médico-social, parce que là aussi, il y a beaucoup de trous dans la raquette, hein, beaucoup d'EHPAD qui n'ont pas accès à des professionnels de soins palliatifs. Voilà, les enjeux pour demain, c'est ça, c'est développer les équipes mobiles, aller voir les gens chez eux, organiser les services d'hospitalisation à domicile pour que les gens puissent rester chez eux, finir leur vie
et y mourir. Moi, je dirais que le temps politique qui s'ouvre là dans les mois qui vont venir, de concertation sur la fin de vie, c'est un temps politique avec un grand P, dans lequel chacun de vous est aussi appelé à prendre la parole. Parce que ça, c'est vraiment des choix collectifs. Qu'est-ce qu'on décide de faire dans notre société où les ressources sont contraintes? À quoi on décide de les affecter? Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Et ça, c'est pas des décisions de soignants. Et ce qui serait un vrai échec pour moi, c'est que ce débat, il soit qu'un débat idéologique entre des pour et des contre dans un coin. C'est un débat qui nous concerne tous. On est tous concernés par la question de la fin de vie pour nous et pour nos proches. Et on a tous quelque chose à dire de ce qui nous paraît prioritaire. J'ai été très frappée dans une audition au Sénat. Il y a une sénatrice qui portait un projet de loi à qui je dis que c'est compliqué pour des personnes vulnérables, et elle me dit, mais madame, qui êtes-vous pour considérer que des gens sont vulnérables? Comme si c'était une insulte de considérer qu'on pouvait être vulnérable. Et je lui ai répondu, mais je vous propose de venir dans le service où je travaille, peut-être pour voir ce que c'est que quelqu'un qui est vulnérable. Ça me paraît assez évident, et je ne trouve pas ça insultant, au contraire. Et il me semble que là, il y a vraiment... c'est pas des choix seulement de soignants. Nous, on peut dire ce qui est possible, ce qui peut exister. Je travaille à Narbonne, à Montpellier, qui est une grande ville, dans le département de l'Hérault. Il y a 6 lits de soins palliatifs pour l'ensemble du département. Donc, il ne rentre pas dans les départements où il n'y a pas de soins palliatifs, puisqu'il y en a. Mais il y a 6 lits. Donc, voilà, c'est évidemment nécessairement complètement insuffisant. Et donc, persiste pour beaucoup la crainte de mourir dans de mauvaises conditions. Et c'est une crainte qui est justifiée. Il y a un Suisse aussi qui dit que les soins palliatifs, c'est la paix des survivants. C'est-à-dire que non seulement on soigne ceux qui partent, mais on soigne aussi ceux qui restent. C'est-à-dire que c'est moins difficile de continuer à vivre quand la personne qu'on accompagnait est morte dans de bonnes conditions et qu'on a l'impression d'avoir vécu tout ce qu'il y avait à vivre et de s'être dit ce qu'on avait à se dire et qu'elle est partie calmement, sans souffrir. Quand on a vécu la perte de quelqu'un dans des conditions qui paraissent inacceptables, eh ben on reste en colère et c'est des boulets qu'on va traîner des fois pendant 10 ans, 20 ans, soit de la culpabilité, soit de la colère, soit de la tristesse, et ce sera plus compliqué de continuer à vivre. Et donc je crois que c'est tout ce travail-là, c'est du travail de prendre soin les uns des autres, et vous avez votre part aussi tous à jouer dans ces discussions, dans cette réflexion, et pour exprimer ce qu'on souhaite. Excusez-moi. Merci beaucoup, parce que malheureusement ça va être là le mot de la fin, et je trouve que c'est une belle conclusion en fait que vous me donnez là, Fourcade. J'imagine que vous avez encore plein de questions, mais on est là pour ouvrir aussi ce débat. Hein. Ce débat-là, il va continuer sur toute l'année 2023, et je pense que c'était bien de commencer à le nourrir par ces partages. Je pense que c'est une question vraiment, comme vous l'avez dit, ce que je retiens, c'est que c'est quand même une question de politique de santé publique qui nous concerne tous. Hein, voilà, qui nous concerne tous, et pas simplement ça ne concerne pas uniquement les soignants, hein, le personnel soignant, mais ça nous concerne tous en tant que citoyens. Hein. Cette question-là de l'approche de la mort, de l'approche de la souffrance, on n'a pas parlé non plus de la question spirituelle aussi qui pouvait qui se pose aussi finalement en fin de vie. Hein. Et je crois que c'est une dimension, cette dimension-là, et cette dimension humaine et spirituelle qui est prise en compte aussi dans les soins palliatifs. Ce que je retiens aussi de ce que vous avez dit, c'est que la demande de mort, il ne faut pas la prendre toujours au pied de la lettre, parce qu'elle peut évoluer. Hein, voilà, donc il faut prendre le temps de l'écouter. Vous avez parlé aussi de... parce que la question des directives anticipées, tout ça, ça me paraît souvent un peu abstrait, parce que tant qu'on est bien portant, faire des directives anticipées, c'est toujours un petit peu problématique. On se dit, je ne sais pas trop, quand je serai dans cette situation-là, ce que je penserai. Mais vous avez parlé de discussion anticipée. Et j'ai été très sensible à ça, parce que je me dis qu'au fond, effectivement, c'est de cela dont on a besoin. C'est de cette délibération collective. Et c'est de se sentir, quand on est en fin de vie, de se sentir soutenu. Soutenu, c'est-à-dire justement par cet effort de délibération, par le fait qu'on va prendre le temps ensemble, ce temps d'évaluation ensemble, et c'est ça qui me semble effectivement extrêmement précieux. Donc je vous remercie tous de vos analyses, de vos témoignages. Donc il y a une quête qui vous est proposée. Pourquoi ? Parce que en fait nous avons pour les locations de la salle, mais aussi pour nos invités se déplacent, ils viennent de loin,
et donc pour pouvoir leur payer leur billet de train, donc c'est important. Vous avez aussi la librairie La Procure, qui est associée, qui est partenaire de cet événement, met en vente à disposition donc des livres. Je vous signale bien sûr les ouvrages de Jacques Ricot, pardon, et de Claire Fourcade. Ça y est, je vous ai marié tous les deux. Qui sont en vente, bien sûr, mais également dans le numéro, je sais pourquoi je vous ai marié, parce que je vous ai marié à la revue Études. Vous avez signé dans le numéro d'octobre un article tous les deux sur le fait que les soins palliatifs, que l'euthanasie contredit les soins palliatifs, n'est pas un prolongement des soins palliatifs, mais contredit les soins palliatifs, et c'est un article vraiment passionnant, donc qui est en vente aussi, donc dans un article de la revue Études, du numéro d'octobre de la revue Études, en vente également, et ainsi que la revue Études qui s'est beaucoup investie sur ces sujets, sur ces questions de bioéthique. Nous avons rassemblé dans un petit, ce qu'on appelle essentiel de la collection d'études, les essentiels d'études, des articles sur la fin de vie. Donc vous avez tout un ensemble d'articles que nous avons publiés, qui sont rassemblés, et avec toute une chronologie pour montrer l'évolution des législations, parce qu'on n'a pas parlé de ce travail, on a parlé de la loi Leonetti, à quel point elle a été vraiment fondamentale, cette loi Leonetti qui n'est pas toujours encore suffisamment connue et bien appliquée, puis la loi Kouchner. Voilà. Donc nous avons fait une chronologie pour expliquer voilà, cette évolution législative et tout un lexique, même si vous avez déjà bien fait un effort bien pour définir les termes philosophiquement, mais il y a tout un lexique aussi sur cette fin de vie, ces différences de termes qui sont vraiment importants pour aborder ces débats et qui seront des outils précieux dans le cadre de cette consultation citoyenne sur la fin de vie. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.